Nous allons commencer notre première table ronde de l'après-midi. Nous allons parler des ICO, les Initial Coin Offerings, et des STO, le nouveau mot à la mode, Security Token Offering. Anne Chaunet, bonjour, vous êtes Senior Risk Advisor à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA, qui est à Paris. On a l'avantage d'avoir cette autorité à Paris. Une autre autorité de marché, c'est la française, Domitil Dessertine. Vous êtes directrice de la division FinTech, Innovation et Compétitivité donc à l'AMF. Stéphanie Laton, bonjour. Vous êtes associée marché de capitaux chez Mazars. Frédéric Montagnon, vous êtes directeur général de LGO et président d'Ariani. J'ai à peu près prononcé comme il fallait. Et Mathieu Likessi, rebonjour. Vous êtes Senior Advisor Innovation and FinTech chez GIDE. On va prononcer en français. Très bien. Alors, la France vient de se doter d'un régime spécifique pour les ICO avec la loi Pacte qui a été adoptée à l'Assemblée le 11 avril. C'est tout récent. Alors, je vais me tourner directement vers Domitil, puisque c'est l'AMF qui a joué un rôle clé dans même l'élaboration de ce cadre assez innovant. Alors, expliquez-nous déjà ce qu'est une Initial Coin Offering. Peut-être que tout le monde sait dans la salle, mais peut-être pas. Donc, expliquez-nous ce que c'est, et puis présentez-nous dans les grandes lignes le fameux article 26 de la loi Pacte. Vaste programme. Non, effectivement, la loi Pacte fournit une définition de l'Initial Coin Offerings, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Je sais qu'on aime les définitions, surtout d'un point de vue juridique, mais je crois qu'une des spécificités des cadres en matière de cryptoactifs qui ont été proposés dans le cadre de cette loi, et qui est éminemment intéressante à mon sens, c'est justement de ne pas essayer d'enfermer trop ces phénomènes dans des définitions qui seraient trop figées, trop rigides, parce qu'on a bien conscience d'être face à un environnement, à des tendances qui sont en constante mutation. Donc je dirais, si je dois définir dans les grandes lignes, une ICO, c'est une émission d'instruments, de jetons sur une blockchain. Et donc ces instruments sont définis finalement dans le cadre de la loi Pacte comme étant tout type d'instruments hors instruments financiers ou monnaie. Donc finalement, hors les concepts qui sont déjà régulés, réglementés par d'autres parties du Code monétaire et financier. C'est tout ce que la loi précise à ce stade. C'est-à-dire qu'on n'est pas rentré dans cet exercice de taxonomie et de définition qui a pourtant alimenté pas mal de débats au cours des derniers mois, de savoir est-ce qu'on parle de jetons de paiement, de jetons utilitaires, quels droits sont attachés, etc. Non, à ce stade, le régime proposé dans le cadre de la loi Pacte veut justement rester le plus large possible pour pouvoir capter le maximum possible d'instruments. Donc, qu'est-ce que dit le régime ensuite plus concrètement? Donc, c'est très simple, la manière dont il s'articule, mais en même temps, la grande originalité, c'est effectivement que c'est un visa optionnel. Donc, les émetteurs de jetons, aujourd'hui, tout type de jetons possible, pourront demander un visa optionnel auprès de l'autorité des marchés financiers pour leur opération d'émission. Donc, il s'agit bien d'un visa qui vient finalement vérifier le fait que l'opération a été menée selon des dispositions qui ont été convenues et annoncées dans le document d'information ou le white paper qui est associé à l'opération. Donc, le visa ne viendra en rien apporter des éléments de confort sur la qualité de la société à l'origine de l'émission, sur la qualité même du projet. Donc là-dessus, je dirais que ça fonctionne un peu de la même manière que dans le domaine des instruments financiers, puisque toute opération aujourd'hui sur instruments financiers, on ne s'exprime pas sur la qualité intrinsèque de la société qui est derrière, mais c'est important à rappeler parce que dans cet environnement des ICO, évidemment, le fait que le régulateur vienne apporter son visa peut être perçu comme un gage de qualité sur un projet. Alors je tiens vraiment à préciser que ce n'est pas le cas. Donc ce que l'AMF vérifiera, c'est finalement la qualité de l'information qui est fournie dans le document qui accompagne l'émission, vérifier que tous les éléments qui sont utiles et pertinents pour l'investisseur pour comprendre finalement ce dans quoi il investit et ce à quoi il a le droit, surtout en obtenant ce jeton, figurent bien dans la documentation qui est attachée à l'opération. Des éléments, je dirais, un peu plus spécifiques à l'environnement des cryptoactifs ont également été prévus par le cadre de la loi Pacte. La première chose, c'est de vérifier qu'il existe un mécanisme robuste de sauvegarde des fonds qui sont collectés pendant l'opération, puisqu'on a vu pas mal de scandales de finalement sociétés qui partaient avec la caisse pendant l'opération. Également que des dispositions robustes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont bien respectées par l'émetteur, puisqu'on se positionne là dans un environnement qui n'est plus intermédié de manière traditionnelle par les banques qui faisaient ce type d'exercice, et donc l'émetteur devra s'y soumettre.
Combien y a-t-il eu d'ICO à ce jour en France? C'est pas un phénomène massif. Non, à ce stade, ce n'est pas un phénomène massif en France, puisqu'il y en a eu, je dirais, des très retentissantes à l'étranger. C'est toujours difficile, ceci dit, de qualifier un projet, de rattacher un projet à un pays, parce que beaucoup de projets étaient internationaux, certains même qui ont levé des sommes très conséquentes, impliqués des entrepreneurs français. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'il s'agissait de projets français ou non? Nous, donc ce sur quoi on a communiqué, notamment en octobre dernier, on a publié un rapport qui faisait état un peu de justement notre année de rencontres avec les projets ICO. Et donc, sur la base des projets qu'on a rencontrés, on a comptabilisé 15 ICO terminés pour des sommes de 89 millions d'euros réunis, donc ce qui reste effectivement assez modeste. Depuis la fin de cet exercice-là, donc depuis octobre, on a comptabilisé d'ores et déjà 10 ICO supplémentaires, mais réalisés qui sont terminés. Mais voilà, les montants n'ont pas été disclosés de manière officielle. Il semble qu'ils soient quand même de manière moins significative que ceux des autres opérations. Mais, donc c'est difficile de vous donner un chiffre précis. Dans le monde, j'ai vu des chiffres de 19 milliards de dollars l'an dernier, contre 22 milliards en 2017. Oui, mais là encore, cette année, ça a quand même largement décru. C'est clair. Alors, le dispositif sera prêt apparemment en septembre. Là, la loi devrait être promulguée bientôt. Robert Ophèle à Bercy, lundi, disait septembre. Si Robert Ophèle l'a dit, c'est qu'effectivement, ce sera le cas. Non, pour vous donner peut-être un peu d'éléments sur notre calendrier à nous. Donc effectivement, on attend la promulgation de la loi, puisque pour l'instant, elle n'a que été votée. Donc cette promulgation, elle devrait intervenir entre mai et juin, par là. Ensuite, donc, on a commencé déjà à donner quelques indications sur la manière dont seront construits nos textes d'application. Donc surtout, vous savez, le projet de loi Pacte fait référence plusieurs fois au règlement général de l'AMF, qui va venir préciser un certain nombre de dispositions. Donc on a déjà commencé à publier sur notre site cette semaine quelques éléments qui viennent apporter un peu d'informations supplémentaires. Donc ensuite, il faudra qu'on publie effectivement l'intégralité de ces textes d'application. Et pour ICO, effectivement, le calendrier envisagé est le mois de septembre. Est-ce que la loi n'arrive pas trop tard? Vous le disiez vous-même, la vague des ICO est pas mal retombée. Non, elle n'arrive pas trop tard, la loi? Alors, je crois sincèrement qu'une loi, c'est pas là pour encadrer un phénomène. Donc, si le gouvernement a jugé opportun de proposer un cadre législatif, c'est que, quelque part, il estimait qu'il y avait une tendance structurelle de fond. Et nous, c'est une analyse qu'on partage totalement. Je pense que le ralentissement qu'on observe aujourd'hui, d'ailleurs, sur les ICO est plutôt positif, puisque au cours de l'année dernière, il y a eu quand même beaucoup de choses, des choses certainement très bien, des choses moins bien. Finalement, on avait assez peu d'éléments, je dirais, très très concrets et très précis pour juger de la qualité des projets qui sont derrière. Mais toutefois, il y a quand même certaines caractéristiques qui sont propres aux ICO. Le fait de finalement organiser des réseaux autour de projets, le fait de mêler l'aspect de consommation avec l'aspect d'investissement, donc de faire tomber un peu des barrières qui tombent déjà, on le voit dans le monde hors blockchain, hein, donc le fait de vouloir faire des levées de fonds beaucoup plus rapidement à des échelles internationales, tout ça sont des caractéristiques qui nous semblent être des tendances structurelles finalement, qui ont vocation à perdurer à l'avenir. Et puis je crois que le phénomène des ICO ne doit pas être vu non plus de manière isolée. Finalement, si on regarde avec un peu plus de recul toutes les tendances en matière d'innovation qu'on voit, ça partage quelques caractéristiques avec le crowdfunding, par exemple, l'idée d'avoir de plus en plus de monde qui est appelé à investir de plus en plus tôt finalement autour d'un projet. C'est un élément qu'on retrouve aussi dans les ICO. Donc voilà, je pense que c'est c'est une tendance supplémentaire, mais dont on prendra finalement la pleine mesure probablement que dans quelques années. Et alors, le texte fait l'impasse sur les Security Token Offering. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, si simplement? Alors, effectivement, c'est le terme à la mode. Alors, les Security Tokens Offering, effectivement, ne font pas partie de Pacte, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, le cadre est souple, mais le champ instrument financier est écarté des régimes qui sont proposés. Néanmoins, quelque part, on avait un petit peu anticipé, le gouvernement avait un petit peu anticipé cette tendance, puisque dès 2017, une ordonnance blockchain avait été adoptée dont le décret d'application a été publié en fin d'année dernière et qui permet à des titres non cotés d'être émis et transférés sur la blockchain. Donc, quelque part, les STO, sous certaines conditions évidemment, sont d'ores et déjà, dans une certaine mesure, possibles en France. Alors, on s'inscrit sur des champs qui sont délimités, les titres non cotés, puisqu'effectivement, dès qu'on entre dans l'univers de la
cotation des marchés, finalement, la plupart des réglementations sont fixées au niveau européen. Donc, ce qui a été possible de faire au niveau national, on l'a fait au niveau national. La prochaine étape, c'est certainement le niveau européen. Et de toute façon, nous, depuis le début de notre réflexion autour de blockchain, c'est un élément qui était en tête à la fois au niveau de l'autorité des marchés financiers, je pense au niveau du gouvernement également. C'est l'échelon européen fait plus de sens face à ces environnements qui, par nature, sont transfrontaliers. Alors passons à l'échelon européen, justement, avec Anne, merci. En l'état actuel, comment est-ce que la réglementation européenne aborde ce cas des ICO? Il y a un vide juridique. Alors vous avez sûrement vu un document très important que l'ESMA a publié en janvier de cette année, qui est le résultat de travaux qu'on a engagés depuis plusieurs années déjà sur la technologie et sur les ICO, et ça couvre aussi les crypto-actifs. Alors, la première chose qu'il est importante de rappeler, c'est qu'on est face à un environnement qui est mouvant, des jetons qui ont des caractéristiques très différentes, et un certain nombre de ces jetons qui sont émis ont des caractéristiques d'instruments financiers. Je pense notamment, alors on n'est pas dans des actions traditionnelles, dans le sens où on n'entre pas au capital de la société émettrice, mais en revanche, on peut avoir droit à des flux de dividendes, une portion des revenus. On peut aussi avoir des titres qui sont comparables à de la dette. Et donc, à partir du moment où on a une émission de jetons qui ont des caractéristiques d'instruments financiers, on tombe sous le coup de la règlement financière existante. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans un vide juridique, on est dans un certain nombre de situations qui peuvent varier. Encore une fois, si on est face à quelque chose qui a une caractéristique légale d'instrument financier, la réglementation actuelle s'applique, et je vais revenir là-dessus parce que ça pose un certain nombre de questions. Et effectivement, dans d'autres cas, quand les jetons émis n'ont pas le caractère légal d'instruments financiers, donc notamment on assimile souvent ça au utility token, là effectivement on est dans un vide juridique. Alors le document que l'ESMA, donc l'Autorité européenne des marchés financiers, a publié en janvier, clarifie ces deux cas de figure et va plus loin en disant selon ces deux cas de figure, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les problématiques face auxquelles on se trouve. Donc, la première chose, c'est que quand la réglementation existante s'applique, on se rend compte qu'elle n'a pas été conçue avec ces instruments, ce nouveau type d'instruments financiers en tête. Donc il y a un certain nombre de règles, d'exigences qui ne s'appliquent pas facilement ou qui n'ont pas forcément complètement du sens. Et donc, ce qu'on dit dans cette advice qu'on a fait à destination de la Commission européenne, du Parlement et du Conseil, on met en évidence un certain nombre de domaines où il y a une intervention au niveau du législateur qui serait nécessaire. Donc on a fait vraiment un travail qui est allé dans le détail avec les régulateurs nationaux et donc notamment l'AMF avec Domitil. Et donc on a déroulé l'ensemble, donc quand on part de l'émission, qu'on passe par le trading et qu'on passe par le post-trading. Donc l'émission c'est l'ICO, donc c'est les règles de transparence, de prospectus qui vont s'appliquer. Il y a le post-trading à la fin, qui est comment on conserve ces actifs qui ont été émis. Donc c'est toutes les questions avec les problématiques qu'on a vues de hack des wallets, des gens qui avaient des crypto-actifs. Donc on voit bien qu'il y a des zones de risque très importantes dans ce domaine-là. Donc il faut qu'il y ait aussi des sécurités qui s'appliquent. Et on a des règles actuelles, encore une fois, quand on est face à des instruments financiers qui s'appliquent, mais qui n'ont pas été conçus avec ces problématiques de clés privées, clés publiques, enfin multi-signature wallet, enfin un certain nombre de business models qui sont nouveaux et sur lesquels on va devoir réfléchir. Entre les deux, il y a les problématiques de trading qui sont là aussi assez compliquées. On voit bien quand on parle de trading, on a des problèmes de transparence, d'intégrité de marché, de formation de prix. Donc tout ce sont des choses qui existent dans l'environnement traditionnel, qui sont des risques, des problématiques qui continuent d'exister dans l'environnement blockchain, mais avec bien sûr des circonstances qui peuvent être différentes. Donc il faut aussi se poser un certain nombre de questions. C'est le premier point. Alors quand on est face à un instrument financier,
La deuxième partie, quand on est face à ce vide juridique au niveau européen, quand on n'est pas face à un instrument financier, il n'y a pas de réglementation qui s'applique, hormis des réglementations de protection générale de l'investisseur, mais très très génériques. Et donc ce qu'on dit là, c'est qu'il faudrait aussi qu'il y ait des règles minimum qui soient créées. Donc on invite également la Commission, le Parlement et le Conseil à créer un régime dans cette situation-là. À ce stade, on pense qu'il faut un régime qui reste peu prescriptif et qui s'intéresse vraiment aux choses qui posent le plus de problèmes aujourd'hui, qui sont pour nous problématiques de blanchiment et problématiques aussi que l'investisseur sache les risques auxquels il s'expose. Compte tenu de la maturité du marché, compte tenu des évolutions qui se font encore au niveau de la technologie, on pense que c'est prématuré d'aller plus loin, mais on pose déjà les jalons pour ce régime. Le modèle français, le nouveau cadre, pourrait inspirer l'Europe ? Alors on est bien sûr très intéressé par ce que font les différents pays membres. Je pense que la France a été très novatrice dans ce domaine. On comprend bien la volonté qui est derrière, de dire qu'il y a un certain nombre de bénéfices qu'on voudrait voir se développer. Il y a aussi des risques, donc on veut être en mesure de les gérer. Je pense qu'au niveau européen, ce qui est important aussi de bien réaliser, c'est que ces phénomènes sont transfrontaliers, compte tenu des marchés qu'on a aujourd'hui. Pour moi, c'est une réponse européenne qu'on doit avoir. Et aujourd'hui, au niveau de l'Europe, on est encore dans des pays qui ont un peu des vues différentes. Et encore une fois, on pense qu'on est encore à l'orée du phénomène et qu'il y a un certain nombre d'interrogations encore, notamment sur les solutions techniques. Donc on regarde encore une fois avec beaucoup d'intérêt ce qui est fait. Je pense qu'il y a des très bonnes idées. Il va falloir après qu'on réfléchisse au niveau européen, voir comment on met ça en musique avec les 27 pays membres. Alors, je voudrais donner la parole à un émetteur maintenant, un émetteur d'ICO, Frédéric Montagnon. Vous avez fait votre première ICO en février 2018, il y a un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas. Vous avez levé 25 millions de dollars pour LGO. Alors, on a levé en crypto-monnaie, donc à peu près, oui. Donc, ce n'est pas exactement ce que vous avez récupéré in fine. On a vendu petit à petit après. C'est la première fois qu'on m'appelle émetteur. Et alors, racontez-nous comment s'est passé l'ICO et pourquoi vous avez fait ce choix plutôt qu'une levée de fonds classique auprès d'un fonds de capital risque, par exemple, puisque vous êtes un multi-entrepreneur, vous avez d'autres aventures entrepreneuriales. Oui, c'est intéressant de voir le côté innovant de ces modes de levée de fonds et de voir ce que ça ouvre comme opportunité. Alors déjà, je commence par remercier les personnes à ma droite parce qu'on a eu une très bonne relation pendant les émissions de ces jetons. Où on a essayé de comprendre comment, dans quel cadre on s'inscrivait, et très tôt, puisque là, je crois que c'était il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, et j'ai été très positivement étonné par la qualité de l'accueil, et j'insiste là-dessus parce que pour les deux projets sur lesquels je suis, on est présent aux États-Unis comme en France. Donc on aurait pu a priori faire... et les sièges sociaux et les levées de fonds, on aurait pu les faire n'importe où dans le monde. C'est étonnant, la SEC, vous ne l'avez pas trouvé très friendly ? Moins friendly, oui. En tant qu'émetteur. Bon. Et donc deux choses. Moi, il y a deux gros avantages que je vois, en tout cas deux voies d'innovation au travers de ces ICO. LGO, c'est une plateforme de trading pour des gens qui sont porteurs de cryptoactifs et en particulier de crypto-monnaies. Nous, ce qui nous intéressait au travers de cette ICO, c'était de comprendre si, dans ce qu'on était en train de créer comme produit, on allait à la rencontre d'un marché existant et d'une vraie demande. Donc, en principe, dans un modèle classique, on aurait dû faire une première petite levée, faire un prototype, sortir quelque chose, voir que techniquement ça fonctionnait, puis refaire une deuxième levée, en espérant derrière aller trouver un marché. Et il aurait fallu qu'on fasse le choix nous-mêmes de savoir sur quelle zone géographique on allait commencer et sur quelle cible. On a choisi de le faire à l'envers, c'est-à-dire qu'on a publié une vision qu'on avait de comment est-ce qu'on pouvait régler des problèmes qu'on pensait être existants sur le marché, qui sont des problèmes de transparence sur les exchanges. Bon, parce que c'est très, très contre-intuitif, mais c'est un marché celui de la blockchain et des crypto-monnaies, qui est censé apporter de la transparence, mais s'il y a bien un truc qui est opaque, ce sont les exchanges qui permettent de passer du monde financier traditionnel au monde des crypto-monnaies. Donc nous, on a publié des papiers en disant on pense qu'en utilisant des blockchains à l'intérieur de ces exchanges, on peut apporter de la transparence. Et on n'a fait que ça. On a développé un tout petit prototype, mais on a publié ça.
Et notre intérêt là-dedans, enfin, ce qu'on cherchait à faire, c'était de voir si c'était des thèses qui généraient de la discussion, si ça allait créer de l'intérêt, et puis de voir auprès de qui. Et on a été très étonnés parce que on s'est rendu compte qu'il y avait une demande qui était massive en Corée, au Japon, en Chine, qui sont des pays sur lesquels a priori on n'aurait pas posé notre ascension de prime abord. Et on a pu cartographier comme ça d'où venait l'intérêt. Et ensuite, on est parti dans un processus de vente, donc de token, d'ICO, qui a été relativement correctement rempli, où on a rassemblé 9000 personnes qui ont apporté à l'époque donc 3600 bitcoins, donc voilà, en gros 30 millions de dollars. Ce qui était intéressant dans ce processus-là, c'est que on a eu la certitude, parce que les gens ont mis l'argent là où on a eu la certitude qu'on rencontrait une vraie demande, d'une part, et d'autre part, on a créé une marque mondiale finalement, avant même que le produit existe, et on s'est surtout créé une communauté d'ambassadeurs pour nous aider à développer le produit et à le pousser. Donc là, le produit, on l'a lancé il y a à peu près un mois, et donc on a des retours aujourd'hui de gens qui, dans le monde entier, nous désignent les directions dans lesquelles on a intérêt à travailler, nous présentent des clients. Donc en fait, en termes de financement de l'innovation, c'est très intéressant parce que, encore une fois, on fait venir le marché à nous plutôt que d'aller vers le marché. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième gros bénéfice, c'est qu'on peut complètement séparer l'intérêt et la partie financement d'un projet, finalement, de la gouvernance d'un projet. Et ça, c'est le cas d'Ariani. Alors Ariani, ça n'a rien à voir, c'est une plateforme, enfin, c'est un protocole qui permet de créer des certificats d'authenticité utilisés par des marques pour émettre des certificats et les passer dans les mains de leurs clients. Bon, certificats numériques. Donc typiquement pour le monde du luxe, il y a un gros besoin d'aller digitaliser des certificats qui sont aujourd'hui sous forme papier. Nous, dans cette proposition de valeur, il y a un axe qui est très important. Quand on approche des marques qui existent depuis 200 ans, il faut qu'on les rassure sur le fait que ce protocole va continuer à exister. Et donc, on n'a pas créé une société pour le faire, c'est une association en la 1901. Comment est-ce qu'on fait pour financer une association? C'est pas évident. Soit on prend des donations, mais il n'est pas évident que des gens qui ont l'habitude de financer de l'innovation aient envie de faire des donations sans contrepartie. Ou alors on crée une économie autour d'un token qui va permettre de collecter de l'argent, d'offrir un ROI aux gens qui participent à cet ICO, mais pour autant de ne pas les faire prendre partie dans la gouvernance de cette association parce qu'ils n'ont rien à faire là-dedans. Toute la thèse de ces protocoles, c'est de dire on met dans les mains des utilisateurs finaux. Donc là, en l'occurrence, nous, c'est les marques de luxe. On met entre leurs mains la capacité de pouvoir décider ce que ce protocole doit être, plutôt que d'attendre qu'un Facebook, un Google le fasse à sa place. Première chose. Et deuxième chose, on crée les conditions pour que ça reste indépendant. Et donc l'indépendance, elle se crée en utilisant une société, enfin un support qui n'a pas de capital et qui n'a pas de vocation à être revendu. Ben là, typiquement, sur ce type d'ICO, on arrive à créer les bonnes conditions pour pouvoir collecter de l'argent, faire en sorte que les gens puissent en gagner si c'est fonctionnel, si ça fonctionne. Mais pour autant, même si 90% des tokens sont achetés par des gens qu'on n'a pas envie de voir autour de la table pour décider avec nous, eh ben, on ne le verra pas parce que simplement on a créé une barrière complètement hermétique entre le financement et la gouvernance. Est-ce qu'il y a quand même des inconvénients à ce type de levée de fonds? On parlait tout à l'heure de la conversion, il y a la baisse de la valorisation des cryptoactifs. Alors, je pense que c'était un problème, ça allait de moins en moins. C'est-à-dire que la conversion, vous le mentionnez tout à l'heure, si j'avais pu sur ma première ICO convertir la totalité en euros tout de suite, ça aurait été parfait. Seulement, la relation qu'on avait à l'époque avec les banques n'était pas suffisamment bonne pour qu'on puisse convertir 30 millions de dollars provenant de 50 pays différents, comme ça en claquant des doigts. Bon. Ça ne passait pas les filtres anti-blanchiment? Alors si, on les a tous passés, mais il nous a fallu 6 mois. Donc ça a été un petit peu long. Donc ça, à la rigueur, c'est pas tant le sujet. Le vrai problème quelque part, ou la vraie difficulté de réaliser une vente publique, c'est qu'en fait, ça demande beaucoup de moyens. Ça demande des moyens parce qu'il faut être capable de se faire connaître. Encore une fois, ça n'a pas de sens si je fais la promotion de si j'ai un produit qui est à destination des Français, ça peut avoir du sens de faire de la communication qu'en France, mais enfin a priori, on est sur des problématiques globales. Et donc se faire connaître à l'échelle globale, ça demande du temps. Bon, le temps, c'est de l'argent. Voilà. Donc il y a une barrière à l'entrée qui est forte. Ensuite, il y a évidemment une barrière quelque part régulatoire,
parce que même si on est ravi de discuter avec l'AMF et les régulateurs, ça coûte de l'argent de le faire, simplement parce qu'il faut s'équiper des bons avocats, des bons conseils, prendre le temps de le faire. Ça nécessite quand même de mettre en place des procédures et beaucoup de documentation. Donc le coût à l'entrée est largement plus important que d'aller faire un seed round classique. Alors, les bons avocats. Mathieu Lucchesi, chez Gide, vous avez conseillé des porteurs de projets. Quel est votre regard sur le nouveau cadre ICO? Est-ce qu'il arrive trop tard? Est-ce qu'il a des défauts? Je ne crois pas du tout qu'il arrive trop tard, et je ne dis pas ça parce que Domiti et Anne sont assises à côté. Non, je trouve qu'il arrive à point nommé même. En effet, on atteint un nouveau degré de maturité sur ce marché des ICO où on ne connaît plus l'euphorie qu'on a pu connaître il y a quelques mois, quelques années. Je pense que c'est parce que, encore une fois, les projets sont plus réfléchis, que les gens sont aussi plus réfléchis. Il y a eu aussi quelques projets qui ont porté préjudice, je crois, à la communauté parce qu'ils étaient mal construits. Aujourd'hui, on a dépassé ça et on voit que la reconnaissance dans un cadre réglementaire tel que celui de la France de ce type de projet, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu parce que les ICO, comme vous le disiez, à mon sens, on est vraiment sur un nouveau modèle qui se crée. Elles ne sont pas mortes alors? Elles ne sont pas du tout mortes. Et je vous donne un exemple concret qui vous montre à quel point ça peut être utile. Aujourd'hui, un des grands enjeux pour les ICO, c'est de trouver suffisamment de liquidité pour les jetons qui sont émis. Et un des enjeux de la liquidité, c'est de pouvoir avoir accès à des plateformes. Et les plateformes, elles sont réparties dans le monde et elles ont tiré les enseignements de l'approche de certaines juridictions. Vous citiez la SEC par exemple tout à l'heure, mais où dans certaines juridictions, beaucoup de jetons ont été requalifiés en instruments financiers, ce qui a des implications d'un point de vue réglementaire avec des risques de sanctions pour les plateformes qui les admettent à la cotation. Et c'est pour ça que maintenant, les plateformes, pour admettre des tokens à la cotation sur ces plateformes, demandent de la part des émetteurs du confort juridique sur le fait que les jetons émis ne sont pas des instruments financiers. Et pour ces acteurs-là, avoir la capacité d'obtenir un label de la part d'un régulateur tel que l'AMF, reconnaissant officiellement qu'ils ne sont pas des instruments financiers, puisque s'ils peuvent avoir le visa, c'est qu'ils ne sont pas des instruments financiers, ben ça c'est un avantage énorme et ça a un impact business très direct, puisque ça leur ouvre les portes de la liquidité. On prédit l'avènement des STO, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les Security Token Offering. Alors ça fait presque un an qu'on entend parler va y avoir un Security Token Offering, des STO de CAC 40, etc. Alors il y a eu peut-être un cas, Cartagea, une sorte de placement privé. Vous avez des dossiers là qui se préparent? Oui, on a tout à fait des dossiers. J'espère que dans les quelques jours, vous en saurez plus. Mais en effet, on a des... On attendait un scoop. Je ne peux pas vous donner le scoop. Le scoop viendra très rapidement. Mais en tout cas, oui, on a des vrais projets qui se lancent. Là, je pense qu'on est sur un autre modèle. C'est pas un nouveau modèle qui se crée. C'est une nouvelle forme de digitalisation de l'univers financier qui apporte également beaucoup d'avantages. On a eu la chance de pouvoir contribuer activement à une enquête de place qui a été menée par des associations de place. J'en vois quelques-unes ici. Donc c'est la MAFI, la FG notamment, où on a voulu aller mieux comprendre l'intérêt des acteurs pour ce type de nouvelle digitalisation pour les security tokens, est-ce qu'il était vrai ou pas. L'ambition, c'était surtout de pouvoir aussi partager avec les régulateurs qui s'interrogent sur l'opportunité ou non de devoir modifier le cadre réglementaire. La bonne nouvelle, c'est que oui, il y a un vrai intérêt. Les résultats de cette enquête seront présentés le mois prochain, le 16 mai, mais en tout cas, on voit qu'il y a un vrai intérêt. Les avantages sont multiples. J'aime bien en citer 3 parce que je trouve qu'ils sont parlants, notamment parce qu'en fait, ils se retrouvent dans d'autres industries. En fait, on voit que de manière générale, le recours à la blockchain, ça permet plusieurs choses, mais notamment de permettre à l'émetteur d'avoir une visibilité très directe sur la vie de son produit. Donc ça peut répondre, comme vous le disiez, dans le domaine du luxe, par exemple, à des enjeux de lutte contre la contrefaçon, mais ça peut aussi devenir une opportunité de mieux connaître sa base d'investisseurs ou sa base de clients. Et ça, c'est très vrai dans l'univers financier. Autre exemple, par exemple, le recours au smart contract et toute l'automatisation que cela permet, par exemple des contraintes réglementaires, par exemple des contraintes contractuelles. Et ça, c'est des vraies opportunités business que la blockchain et les security tokens offrent par rapport aux titres financiers traditionnels. Et je suis persuadé que plus ces avantages seront
connu par les acteurs, plus le modèle va se répandre. Et les tokens du CAC 40, vous voyez ça à quel horizon? Bientôt. Bientôt? Ouais. Stay tuned. Chez Mazars, Stéphanie Latombe, vous avez accompagné un projet d'ICO, celui de Talao. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience, ce qui a été simple, compliqué? Alors déjà, c'était extrêmement intéressant d'être impliqué sur ce projet. Les porteurs de projet ont toqué à notre porte. Ils étaient accompagnés par un avocat qui leur avait dit, écoutez, pour sortir du lot, pour pouvoir vendre votre opération, il va falloir que vous soyez capable de donner des garanties. Et on en a parlé déjà avec l'AMF, avec l'ESMA. C'est exactement ça en fait qui est recherché. On est sur la protection de l'épargne, bien évidemment, mais on est aussi sur la protection et l'accompagnement du porteur de projet. Pour pouvoir faire ça, il faut évidemment comprendre de quoi on parle. Donc cet accompagnement, on l'a fait il y a 1 an et demi. C'est aussi le moment où j'ai commencé à entendre Anne Maréchal parler d'ICO au niveau de l'AMF. Et là, je me suis dit, ça a tilté. Je me suis dit, bon, alors là, on va vraiment s'y intéresser sérieusement. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi un rôle d'éducation. Alors un rôle d'éducation, on n'est pas, c'est pas du prêche, hein, vraiment, c'est plus effectivement bien comprendre au fond l'existence. Pourquoi est-ce que cette nature d'opération arrive? Qu'est-ce que les porteurs de projets cherchent à faire, et en particulier évidemment ceux qui courent des projets vraiment sérieux, et quel accompagnement on va être capable de leur donner. Donc ce rôle d'éducation, il est extrêmement important, et il va plus loin que simplement avoir compris ces opérations-là. Il consiste aussi à dire, attention, très bien, cette opération va fonctionner, on vous le souhaite, mais si vous levez des fonds, il ne faut pas imaginer en fait que vous n'allez avoir aucun compte à rendre derrière. Et ça, c'est hyper important aussi, parce que pour travailler beaucoup de mon côté sur des opérations de marché, je vois la noblesse de ces opérations et le niveau d'exigence qui existe derrière quand on lève des fonds et les comptes qu'on a à rendre évidemment vis-à-vis du régulateur et vis-à-vis du marché. Ce serait quand même un peu trop simple de lever des dizaines de millions de dollars à l'étranger et de n'avoir aucun compte à rendre. Donc là, après, c'est bien de revenir dans la vraie vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les porteurs de projets reviennent très très vite dans la vraie vie aussi, parce que quand il s'agit d'établir les comptes en fin d'année, là tout à coup il y a des grands sujets qui ressortent. C'est-à-dire, waouh, alors d'accord, donc en fait le seul document contractuel dont je dispose vis-à-vis de mes tierces parties, c'est mon white paper. Il se trouve qu'il est pas forcément, il y a certaines clauses qui ne sont pas forcément très très bien écrites. Comment est-ce que je vais gérer ça ? Ah oui, alors là, donc ce qui va se profiler, c'est que je dois comptabiliser tout ce que j'ai levé en chiffre d'affaires. Donc ça, je ne l'avais pas forcément anticipé non plus. Est-ce que ça va être fiscalisé? Voilà, exactement. Comment est-ce que je gère tout ça? Donc ce rôle d'éducation et ce rôle de compréhension de ces nouvelles opérations, il est très très important. On apprend nous aussi en marchant, clairement. Et puis les choses sont en train de se dessiner. On parle effectivement de sortir un peu de sa zone de confort, tous autant qu'on est, et je trouve ça extrêmement sain. On apprend des nouveaux réflexes, on apprend aussi à être beaucoup plus rapide dans la veille, puisqu'en fait, comme on le disait, 2017 et début 2018, c'était l'année de l'ICO, puis mi-2018, dans les forums, dans les différents séminaires, on entendait dire oh là là, ça y est, l'ICO c'est fini, on ne peut plus parler d'utility token, les investisseurs ne viennent plus. Donc voilà, on passe au STO. C'est bien aussi pour la communauté qui était en fait assise sur une connaissance assez traditionnelle, de sortir un peu de ce monde-là, de sortir de sa zone de confort et de se frotter à des nouveaux concepts. Clairement, tout sera certainement pas à retenir. Mais voilà, on avance dans un monde, on ouvre un nouveau champ des possibles. Est-ce que les ICO et STO, est-ce que ce serait plutôt des espèces d'introduction en bourse light ou du super crowdfunding? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Dométille. Alors la manière dont aujourd'hui le cadre a été conçu, effectivement, il y a certains concepts qui émanent de la réglementation prospectus, qui associe effectivement aux émissions d'instruments financiers, donc pas nécessairement uniquement des introductions en bourse, mais quand même les introductions en bourse en font partie. Néanmoins, elle a été quelque part adaptée aussi à ce type d'opération. Moi, je crois sincèrement qu'il faut aussi prendre un peu de recul vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que même dans le domaine de l'introduction en bourse, de toute façon, on voit aussi des tendances qui sont
conjoncturelles, structurelles, c'est difficile à dire. Les introductions en bourse aujourd'hui, c'est pas un secret, elles se font de plus en plus rares et c'est pas uniquement national. Hein. Pardon ? Il n'y en a pas eu beaucoup à Paris dernièrement. Il y en a très peu, mais c'est pas uniquement national. Hein. C'est quand même quelque chose qu'on observe, un phénomène au niveau international, à part quelques grosses tech qui rentrent en bourse aux US. Mais c'est une tendance, je dirais, qu'on observe depuis plusieurs années. Les volumes, les montants levés sont moins significatifs. Il y a moins de volatilité sur les marchés financiers. Donc tout ça, finalement, doit être apprécié pour moi, selon moi. Alors évidemment, je ne compare pas les ICO à tout ça, mais pour autant, il s'agit de tendances qui doivent quand même être mises en regard les unes des autres. C'est-à-dire qu'il y a cette baisse des introductions en bourse, une volonté de plus en plus forte d'avoir de la liquidité aussi sur le financement early stage, qui soit private equity, venture, où aujourd'hui le marché secondaire est très peu liquide. Donc on sait que les acteurs ont aussi cette volonté d'avoir de plus en plus de liquidité sur ces segments. Et pour moi, finalement, voilà, le crowdfunding, l'ICO, tout ça mis en perspective, ça montre que finalement, c'est la procédure et je dirais la temporalité de la levée de fonds qui est en train d'évoluer. Et c'est très difficile de savoir à quoi ça ressemblera à l'avenir, mais en tout cas, je pense que tous ces phénomènes-là doivent être appréciés, je dirais, de manière un peu globale. Anne, vous avez peut-être Oui, alors, sur les processus de levée de fonds, on sait qu'en Europe, on a un problème au niveau de tout ce qui est financement de nos petites et moyennes entreprises, et que par rapport aux US, où on a un financement qui se fait à 80% par les marchés, en Europe, c'est l'inverse, c'est les banques qui fournissent ce financement. Et donc, on a une volonté politique qui est forte, qui est d'essayer de favoriser une émergence d'un financement de marché qui soit beaucoup plus fort. Mais je dirais que si on pense à tout ce qui est ICO, crowdfunding, et on a travaillé aussi sur ces sujets-là, l'ESMA dans le passé, avec aussi les régulateurs nationaux, il faut bien aussi avoir en tête qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, moi, je trouve qu'on a aussi beaucoup de vocabulaire, de marketing qui est fait aussi autour de ça. La vraie question de ces STO, pour moi, Security Token Offering, c'est qu'est-ce qu'ils permettent de faire qui n'existe pas aujourd'hui. Si les investisseurs qui investissent dans ces levées de fonds n'ont pas accès au capital des entreprises de la même manière, ça veut dire que les risques auxquels ils sont exposés ne sont pas les mêmes non plus. Quand on parle aussi de réglementation, encore une fois, il est bien question aussi de protection de l'investisseur. Donc c'est une ligne étroite, enfin, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Je pense qu'on souhaite tous que nos entreprises trouvent du financement. On veut aussi que les investisseurs soient protégés. Et quand on parle de STO, moi, je ne suis pas sûre qu'on ait vu encore tant de choses que ça. Et je pense que derrière l'émission, il y a encore une fois toutes les problématiques de marché secondaire, de liquidité pour l'investisseur. Et pour moi, ça ne fonctionnera que si on a ces différents blocs en place. J'ai une question peut-être pour Domitil. Est-ce qu'il serait nécessaire d'introduire un audit technologique, un audit de code, au-delà de les garanties sur le sérieux des personnes qui portent les projets ? Alors effectivement, ça fait partie des éléments qui ont été discutés lors des débats à l'Assemblée nationale, puisque ça avait fait partie ça avait été porté via un amendement. Nous, notre position à l'autorité des marchés financiers, alors effectivement, on a rencontré beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui développent ce type de solution. Notre constat, c'était quand même qu'on était encore très tôt, en fait, dans ce type d'activité. C'est un métier qui est en train de se développer. Alors, à l'avenir, probablement, ça aura du sens de vérifier qu'effectivement les dispositions qui sont indiquées dans le white paper sont bien mises en œuvre dans le smart contract finalement. Mais ça nous semblait très prématuré d'imposer ce type d'exigence dans le cadre d'un visa. Encore une fois, ça rajoute aussi des coûts supplémentaires aussi, pour les méta, et sans nécessairement avoir une confiance absolue sur la nature de la prestation qui est offerte. Il nous faut un peu de recul, je pense. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas. Nous-mêmes, à l'autorité des marchés financiers, en train de regarder des smart contracts, et je peux vous dire que là aussi, c'est des nouvelles expertises qui se créent. Il me semble que Robert Ophel avait parlé de l'ANSSI, éventuellement demander... Alors ça, c'est différent parce que ça, c'est pour les prestataires de services sur actifs numériques, donc les PSAN. Donc où là, effectivement, on est face à des intermédiaires qui vont fournir une activité dans le temps.
et où donc effectivement, notamment par exemple sur des métiers tels que les plateformes d'échange ou la conservation d'actifs numériques, on perçoit assez naturellement que c'est très important d'avoir de la sécurité sur les systèmes informatiques, d'avoir voilà, une certaine robustesse qui est éprouvée. Ça reste, pour beaucoup des projets, ça reste des projets très early stage, en formation. Et c'est pas parce que ce sont des ICO qu'on s'ouvre à un financement très très grand public. En réalité, pour participer à une ICO, il faut quand même avoir en général des bitcoins, des ethers, peu importe. Il faut savoir les stocker, il faut savoir les envoyer, il faut blablabla. Enfin, ça reste encore un domaine qui est réservé à des gens qui en général connaissent un petit peu le sujet. Donc oui, c'est public dans le sens où tout le monde peut y participer, mais il ne faut pas non plus, à mon avis, avoir trop peur et vouloir absolument que les projets soient suraudités au démarrage, parce qu'en réalité, quand on fait de l'investissement en seed aujourd'hui, on investit sur des gens, on investit sur un bout de papier, on investit sur un bout de prototype, et c'est comme ça que ça marche. Donc je pense qu'il y a des règles à placer, c'est sûr. Maintenant, vouloir absolument faire en sorte que ne viennent à se faire financer que des projets qui arrivent à un niveau de maturité où des experts peuvent valider le bien fondé de la technologie, ça casserait complètement la dynamique, à mon sens. Si je peux me permettre de juste rajouter un point, cette fois-ci du point de vue des acteurs qui se lancent dans cette nouvelle expérience, soit des ICO, soit des STO, je trouve quand même que c'est important de noter que cette transformation, que ce soit un nouveau modèle ou une transition vers une nouvelle digitalisation, appelle de nouvelles expertises et de nouvelles ressources. Et typiquement, la capacité d'auditer les smart contracts, avec tous les avantages que cela offre, ça va être essentiel chez les acteurs qui entendent y recourir. Et c'est important de l'anticiper tant d'un point de vue de ressources que d'expertise. De même sur le sujet de la conservation, les gens qui veulent se lancer dans cette aventure, soit des ICO, soit des STO, doivent aussi anticiper et se doter des solutions technologiques suffisantes et appropriées. Et ça, c'est quelque chose qui doit être pris très en amont, parce que sinon, ça peut être une mauvaise surprise, en effet. Sur ce sujet également, c'est aussi la tendance dans le M&A aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'audit financier sans audit technologique. Il y a énormément de grands groupes qui avaient des velléités d'investir dans des petites structures pour y trouver un fonds de commerce déjà établi ou pour y trouver une manière supplémentaire, une manière différente de faire leur métier. Clairement, l'audit techno fait maintenant partie du deal. Donc oui, ce sont effectivement des nouvelles compétences qui ne s'appliquent pas forcément uniquement à cette nature d'opération-là. Je parlais des SEC tout à l'heure. On entend souvent que c'est la SEC qui a tué les ICO. Est-ce que c'est le modèle à ne pas suivre ? Très brièvement, mais je crois que ce n'est pas à nous de répondre. Donc c'est un homologue avec lequel on échange. Le problème des ICO et des cryptoactifs, de manière générale, c'est que ça interroge vraiment les fondements, les structures des droits nationaux. Et donc, naturellement, la SEC a une approche différente parce que son socle de droit national est différent. Donc, finalement, chacun fait avec son histoire juridique. Mais ce qui est important, effectivement, je ne sais pas à quel horizon, c'est qu'on arrive à avoir des approches qui soient relativement cohérentes au niveau international, puisque, encore une fois, ces opérations, ces acteurs ne s'inscrivent pas dans des limites territoriales. Je sais pas si tu veux en gros, la SEC a dit que presque tous les tokens étaient des titres financiers. Vous, je crois que dans le rapport de l'ESMA, vous disiez quoi ? Entre 10 à 30% des tokens pouvaient être... Oui, alors c'est très difficile d'avoir des chiffres, ça évolue constamment aussi. Je pense que, comme l'a évoqué Domitil, le cadre réglementaire de la SEC est complètement différent de ce qu'on a en Europe. Donc effectivement, ils reconnaissent une grande partie des tokens qui sont émis comme des titres financiers. Pour autant, derrière, ça ne veut pas dire que les règles qui s'appliquent sont équivalentes à ce qu'on a en Europe. Donc je pense qu'il faut être aussi prudent et rappeler aussi que 80% des ICO qui ont été faites dans le monde ont été des fraudes. Donc il y a un processus de nettoyage qui, je pense, est le bienvenu. Frédéric, ce serait le mot de la fin, je pense. Alors pour le coup, le marché américain que je connais bien est radicalement différent du marché qu'on connaît ici. Un chiffre simple, il y a plus d'argent investi par des particuliers, donc des angel investors, que par des VC aux États-Unis. Bon, en France, je ne connais pas exactement les chiffres, mais en gros, il y a 100 fois plus d'investisseurs actifs dans le marché privé aux États-Unis qu'en France. Bon, et le rapport de population n'est pas de 100. Donc, ça veut dire que les régulateurs ont quand même un travail justement à protéger ces investisseurs qui n'a rien à voir en termes de proportion avec ce qu'on connaît ici.
Ensuite, sur la position de la SEC, bon, j'ai envie de dire, si on raisonne à l'échelle de l'Europe, c'est une énorme opportunité. Parce qu'ils font peur. Enfin, il y a deux choses qui font extrêmement peur quand on travaille avec des investisseurs américains. C'est les régulateurs, parce qu'on est vite sur des sujets de pénal. Et effectivement, on n'a pas du tout envie de se frotter à la SEC à aucun moment. Mais la deuxième chose, c'est les class actions. Et ça, c'est beaucoup plus important, parce que les régulateurs, finalement, sur ce genre d'opération, mettent des amendes, mais elles ne sont pas si pénalisantes que ça. Le vrai problème, c'est la class action, parce qu'il suffit d'avoir une petite anomalie quelque part, il y a toujours un avocat un peu véreux pour mettre autour de lui des milliers de personnes, mais pas chez Gide, ne vous inquiétez pas, et pour déclencher une class action. Et ça, par contre, ça vous suit à vie. Donc aujourd'hui, ce qui se passe sur le marché américain, c'est que même les entrepreneurs américains regardent assez rapidement comment ils évaluent la possibilité de pouvoir s'implanter ailleurs pour lancer des projets. Et là, on a une opportunité qui est assez historique. On a donc cette espèce d'épouvantail qui existe aujourd'hui aux États-Unis, donc énormément de projets qui vont se localiser ailleurs. Et dans le même cadre, dans le même temps, on a aujourd'hui un cadre comptable, fiscal, légal, régulatoire qui est parfait aujourd'hui pour pouvoir mener ces actions-là en France et qui est très en avance de phase par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Donc il faut le voir un peu différemment et se dire que c'est une belle opportunité. On a réussi à tenir le timing, donc je pense qu'on va s'en tenir là. Merci à tous, vous avez été très clairs.